Dans une pièce silencieuse, une fille devenue adulte écoute la voix d'un père qu'elle n'a presque pas connu. Sur l'écran, Patrick Dewaere rit encore. La France se souvient de lui dans Les Valseuses, dans Série Noire, dans ces rôles où il semblait jouer sans protection. Mais comment un acteur aimé par des millions a-t-il pu devenir, pour sa propre fille, un homme à retrouver dans les archives? Pour comprendre Patrick Dewaere, il faut revenir là où le cinéma ne pouvait plus rien réparer. Sur un écran, Patrick Dewaere rit encore. Ce rire a gardé quelque chose de jeune, de nerveux, presque d'insolent. Ceux qui ont connu le cinéma français des années 70 se souviennent de ce visage. Dans Les Valseuses, il avance aux côtés de Gérard Depardieu comme un garçon lancé trop vite dans la vie. Dans Série Noire, il ne joue plus seulement un homme perdu. Il semble porter sa fatigue dans ses épaules, dans sa voix, dans chaque geste. Pour beaucoup de spectateurs, Patrick Dewaere n'a jamais vraiment quitté l'écran. Il est resté là, dans cette époque où le cinéma français osait les êtres cassés, les corps nerveux, les regards sans repos. On disait de lui qu'il jouait avec ses tripes. Alexandre Moi, en parlant de lui, dira plus tard qu'il découvre un acteur qui ne joue pas. Mais derrière l'acteur, il y avait un homme. Et derrière l'homme, il y avait une absence. Cette absence porte un prénom, Lola. Pendant longtemps, Lola Dewaere n'a pas eu le temps de connaître son père comme une fille connaît son père. Elle a dû le retrouver autrement. Dans des images, dans des voix enregistrées, dans les souvenirs des autres. Dans un documentaire qui ressemble moins à un portrait qu'à une lettre déposée trop tard sur une table. Et c'est peut-être là que commence la vraie blessure de cette histoire. La France se souvient de Patrick Dewaere comme d'un acteur immense. Sa fille, elle, a dû rencontrer un fantôme familier. Un homme que tout le monde croyait connaître, mais qu'elle devait encore découvrir. Un père dont le visage appartenait au public avant de lui appartenir à elle. Dans une archive de 1979, Patrick Dewaere lance cette phrase étrange. « Je serai jamais vieux, moi ». Sur le moment, elle peut sonner comme une provocation. Avec les années, elle devient autre chose. Une phrase suspendue, presque un présage. Pour comprendre pourquoi cet homme donnait tant à la caméra, il faut revenir avant la gloire. Avant les valseuses. Avant les rôles brûlants. Avant les Césars manqués. Il faut revenir vers l'enfant qui, bien avant d'être Patrick Dewaere, apprenait déjà à se tenir devant les projecteurs. Mais cet enfant portait peut-être déjà ce que l'adulte n'arriverait jamais à poser. Avant que le public ne retienne le nom de Patrick Dewaere, il y eut un autre nom. Patrick Morin. Dans les images anciennes, on ne voit pas encore la légende. On voit un enfant. Un garçon placé devant les caméras très tôt, comme si le monde adulte avait déjà besoin de son visage. Il ne choisit pas encore ses rôles. Il suit le mouvement d'une famille où jouer devient presque une manière de vivre, une manière d'exister, une manière de tenir sa place. Chez les Morin, les enfants apparaissent à l'écran. Ils chantent, jouent, sourient, se présentent parfois comme une petite troupe. Les archives montrent ces visages rangés côte à côte, déjà habitués à la lumière. Patrick est l'un d'eux, un enfant parmi d'autres. Mais dans son regard, avec le recul, quelque chose semble moins tranquille. Il ne faut pas inventer ce qu'il ressentait. Il faut seulement regarder. Un enfant apprend à répondre quand on l'appelle. Il apprend à répéter, à se placer, à recommencer la prise, à sourire quand la scène le demande. Plus tard, Alexandre Moi dira qu'on ne peut pas comprendre Patrick Dewaere sans avoir les clés de son enfance. Cette phrase change tout. Elle invite à ne pas regarder seulement l'acteur, mais l'enfant derrière l'acteur. Et cet enfant grandit devant les autres. Bien avant les valseuses, bien avant les plateaux de cinéma des années 70, il y a donc cette première école. Pas une école avec des cahiers. Une école de regard. Une école de discipline. Une école où l'on comprend très tôt que le corps peut devenir un outil, que le visage peut servir à raconter ce que les mots ne disent pas. Puis les années passent. Patrick quitte peu à peu l'enfance. Le nom Dewaere apparaît. Le théâtre arrive. Le café de la gare aussi. Là, l'atmosphère n'est plus celle des plateaux sages. C'est un lieu de liberté, de provocation, de jeunesse. On y croise des artistes qui ne veulent pas seulement divertir. Ils veulent secouer. Ils veulent casser les manières anciennes. Ils veulent rire autrement. Dans cette époque, Paris change de ton. Les années 70 ouvrent les fenêtres. Le cinéma cherche des visages moins lisses. Le public commence à aimer ceux qui ne ressemblent pas aux vedettes d'avant. Patrick Dewaere arrive au bon moment. Ou peut-être au mauvais, si l'on pense à ce que cette intensité lui coûtera. Il a une présence étrange. Il n'a pas besoin de parler fort. Son visage travaille déjà. Ses yeux vont plus vite que ses phrases.
Même lorsqu'il sourit, quelque chose reste en mouvement, comme une tension sous la peau. Ce n'est pas encore la blessure que le public verra plus tard. C'est une énergie, une impatience, une façon de ne jamais se tenir complètement immobile. Puis vient Bertrand Blier. En 1974, les valseuses éclatent dans le paysage français. Le film dérange, amuse, choque, fascine. Aux côtés de Gérard Depardieu et Miou Miou, Patrick Dewaere devient soudain un visage que l'on reconnaît. Le public découvre un jeune homme qui semble lancer sans frein. Il n'a pas l'élégance distante des anciennes stars. Il a autre chose. Une vérité plus brute. Un désordre presque familier. Dans Les Valseuses, il ne paraît pas fabriqué. Il marche, court, rit, provoque. Il donne l'impression de vivre la scène avant même de la jouer. C'est ce qui frappe. Chez lui, la frontière entre le rôle et la personne semble plus fragile que chez les autres. Le spectateur ne voit pas seulement un personnage. Il voit une présence qui déborde. À partir de là, Patrick Dewaere n'est plus seulement un acteur prometteur. Il devient l'un des visages d'une génération. Une génération qui ne croit plus aux héros impeccables. Une génération qui préfère les hommes maladroits, nerveux, contradictoires. Une génération qui reconnaît dans ses colères quelque chose de sa propre fatigue. Mais la célébrité n'efface pas les premières traces. Elle les éclaire autrement. Quand un acteur devient célèbre, on croit parfois que tout commence avec son premier grand succès. Pour Patrick Dewaere, ce serait une erreur. Les Valseuses n'est pas le début de l'histoire. C'est le moment où la France découvre un feu déjà allumé depuis longtemps. Ce feu attire les cinéastes. Il attire les spectateurs. Il attire aussi les rôles les plus dangereux. Car très vite, on ne demandera plus seulement à Patrick Dewaere d'être jeune, drôle ou insolent. On lui demandera d'aller plus loin, de montrer ce que les autres cachent, de porter à l'écran des hommes humiliés, perdus, cassés, enfermés dans leur propre colère. Et lui, souvent, acceptera. Peut-être parce qu'il savait faire cela mieux que personne. Peut-être parce que la caméra trouvait chez lui une matière que personne ne pouvait imiter. Les témoins parleront plus tard d'un acteur qui donnait tout. Alexandre Moi dira de lui qu'il était un acteur qui met ses tripes sur la table. Cette phrase n'est pas une formule. Chez Patrick Dewaere, jouer n'a jamais semblé être une simple technique. C'était une dépense, un risque, une façon de laisser quelque chose de soi dans la scène. Après Les Valseuses, cette manière de jouer va devenir sa force. Puis, peu à peu, son piège. Car le public venait de découvrir un acteur incandescent. Mais le cinéma, lui, allait bientôt lui demander de brûler encore plus fort. Après Les Valseuses, Patrick Dewaere aurait pu devenir une vedette plus facile. Il aurait pu choisir les rôles confortables, les personnages aimables, les histoires où l'on ressort propre, applaudi, rassuré. Il avait le visage, le talent, la jeunesse. Il avait cette manière d'occuper l'écran sans demander la permission. Beaucoup d'acteurs auraient cherché à protéger cela. Lui, au contraire, avance vers des zones plus sombres. Dans les films qui suivent, quelque chose se resserre. Les rires deviennent plus rares. Les corps se fatiguent. Les personnages qu'on lui confie portent de plus en plus souvent la marque d'une humiliation, d'une colère, d'une solitude impossible à cacher. Patrick Dewaere ne joue pas seulement des hommes blessés. Il semble accepter que leurs blessures traversent son propre visage. Dans La meilleure façon de marcher, déjà, son jeu laisse apparaître une tension particulière. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un personnage. C'est une lutte de regard, de honte, de domination, de violence rentrée. Patrick Dewaere ne cherche pas à séduire le spectateur. Il l'oblige à rester devant une gêne, devant une vérité qui ne se maquille pas. Puis arrive Coup de tête. Là encore, il incarne un homme rejeté, accusé, utilisé, puis récupéré par ceux qui l'avaient méprisé. Le film a l'allure d'une satire. Mais chez Dewaere, même la satire garde une morsure. Son personnage peut faire rire. Il peut provoquer. Pourtant, derrière chaque geste, on sent une fatigue plus profonde. Celle d'un homme qui comprend trop bien ce que signifie être humilié en public. Ce motif revient. L'homme seul contre les autres. L'homme qui encaisse. L'homme qui sourit parfois, mais dont le sourire ne sauve rien. Le cinéma français trouve en Patrick Dewaere un interprète idéal pour ces figures-là. Et le public, sans toujours savoir pourquoi, le croit immédiatement. Mais le rôle qui va pousser cette vérité jusqu'au bord, c'est Série noire. Dans le film d'Alain Corneau, Patrick Dewaere devient Franck Poupart, un représentant de commerce minable, nerveux, prisonnier d'une vie grise. Ici, rien n'est élégant. Les pièces semblent trop petites. Les gestes sont trop brusques.
Les silences collent à la peau. Franck Poupart n'a pas la grandeur tragique des héros classiques. Il a quelque chose de plus inquiétant. Il ressemble à un homme qu'on pourrait croiser dans une rue triste, un soir de pluie. Selon le récit rapporté par le CNC, Patrick Dewaere s'use physiquement pour ce rôle. Il maigrit. Il cherche le costume, le corps, la fatigue exacte du personnage. Et dans une scène restée célèbre, il se cogne contre le capot d'une voiture, jusqu'à laisser le réel entrer dans la fiction. Ce détail dit beaucoup. Chez d'autres acteurs, la douleur est imitée. Chez lui, elle semble parfois négocier directement avec le corps. Il ne s'agit pas de faire croire. Il s'agit de payer quelque chose. Quand Alexandre Moi parle plus tard d'un « acteur qui met ses tripes sur la table », l'image paraît presque littérale. Et pourtant, cette intensité ne lui donne pas tout. Au César, son nom revient. Les nominations s'accumulent. La meilleure façon de marcher. Le juge Fayard dit le shérif. Série noire. Un mauvais fils. Beau-père. Chaque fois, la reconnaissance semble proche. Chaque fois, elle s'éloigne. Pour un acteur aussi exposé, aussi entier, ces rendez-vous manqués ne sont pas de simples détails de carrière. Ils deviennent des blessures publiques. Le public l'aime. Les cinéastes le désirent. Les critiques le regardent avec admiration. Mais la récompense officielle, celle qui aurait pu poser une main sur son épaule, ne vient pas. Alors Patrick continue. Dans Un mauvais fils, Claude Sautet lui offre un rôle différent, mais tout aussi fragile. Il y a chez ce personnage une demande de pardon, une lassitude, une difficulté à revenir parmi les vivants ordinaires. Dewaere y paraît moins explosif, mais pas moins dangereux. Le feu est plus bas. Il brûle de l'intérieur. C'est peut-être ce qui frappe le plus dans cette période. Plus sa carrière avance, plus ses rôles ressemblent à des chambres sans fenêtres. Il joue des hommes qui cherchent une issue, sans savoir par où sortir. Et chaque film ajoute une couche au même mystère. D'où venait cette vérité qui semblait ne jamais le quitter? Dans une archive, Patrick Dewaere dit « On devient vieux à partir du moment où on a peur du lendemain ». La phrase pourrait être celle d'un homme libre. Mais dans sa bouche, elle prend une autre couleur. Elle parle du lendemain comme d'une épreuve. D'un seuil. D'un endroit où il faut encore trouver la force d'aller. Au début des années 80, il n'est plus seulement l'acteur révélé par les valseuses. Il est devenu l'un de ceux qui portent le plus loin la part sombre du cinéma français. Il peut faire rire, mais le rire ne dure jamais longtemps. Il peut sourire, mais le sourire ressemble souvent à une défense. Et pendant que l'écran reçoit tout cela, une autre histoire reste à l'arrière-plan. Celle de l'enfance. Celle de la famille. Celle des secrets dont, selon Alexandre Moi, on ne pouvait approcher qu'en traversant une véritable forteresse. Le cinéma avait montré la brûlure. Il restait encore à comprendre d'où venait le feu. Pour comprendre Patrick Dewaere, il ne suffit pas de revoir ses films. Il faut accepter de quitter les plateaux. Il faut descendre derrière les affiches, derrière les récompenses manquées, derrière les scènes où son corps semblait toujours trop exposé. Il faut revenir vers un endroit plus ancien, plus fragile, plus difficile à nommer. L'enfance. Selon Alexandre Moi, qui a consacré un documentaire à Patrick Dewaere avec Lola Dewaere. On ne peut pas comprendre cet homme si l'on n'a pas les clés de son enfance. Cette phrase ouvre une porte que beaucoup de spectateurs n'avaient jamais vraiment poussée. Pendant des années, ils avaient vu l'acteur. Ils avaient vu Franck Poupart dans Série noire. Ils avaient vu le jeune homme insolent des valseuses. Ils avaient vu l'énergie, la colère, la grâce brutale. Mais ils n'avaient pas toujours vu l'enfant. Dans les archives familiales, Patrick apparaît d'abord comme un petit garçon parmi les siens. Il joue tôt. Il apprend tôt. Il comprend tôt qu'un regard peut être demandé, qu'un sourire peut être attendu, qu'une présence peut appartenir aux autres avant de lui appartenir à lui. Rien ne permet de résumer une enfance à quelques images. Mais ces images, quand on les regarde après coup, prennent une gravité particulière. Un enfant devant une caméra n'est jamais seulement un enfant. Il devient aussi une surface, une voix, un rôle, une promesse faite aux adultes. Et quand cette promesse commence trop tôt, elle peut laisser des traces invisibles. Patrick Dewaere portera longtemps ce paradoxe. Il savait se donner entièrement au public. Mais il semblait parfois ne plus savoir ce qu'il pouvait garder pour lui. Dans le documentaire, Lola Dewaere ne cherche pas seulement une star. Elle cherche un père. C'est toute la différence. Le public possède les films. Elle cherche une présence. Une voix qui lui aurait parlé autrement que par les archives. Un regard qui n'aurait pas été destiné à une salle de cinéma, mais à une enfant. Cette quête déplace toute l'histoire. Soudain,
Patrick Dewaere n'est plus seulement l'acteur disparu trop tôt. Il devient un homme que sa fille tente de rejoindre à travers les morceaux laissés derrière lui. Des photos, des témoignages, des entretiens sonores, des silences. Alexandre Moi a décrit son film comme une lettre d'une fille à son père. Cette formule est simple, mais elle contient presque tout. Car une lettre suppose une distance. On écrit quand on ne peut pas parler directement. On écrit quand les années ont fermé une porte. On écrit quand il reste quelque chose à dire, même si celui qui devrait répondre n'est plus là. Et cette lettre arrive longtemps après le 16 juillet 1982. Ce jour-là, Patrick Dewaere a 35 ans. Il n'est pas un acteur oublié. Il n'est pas un homme fini. Il travaille encore. Il doit rejoindre Claude Lelouch pour préparer Édith et Marcel, où il devait incarner Marcel Cerdan. Selon le récit rapporté autour de cette dernière journée, un déjeuner a lieu au Club 13. Puis un appel survient. Quelque chose se brise dans le cours ordinaire des heures. Il part. Le rendez-vous prévu ne se fera pas. Il faut rester prudent avec ces instants. On ne peut pas entrer dans la tête d'un homme au bord de son dernier geste. On ne peut pas réduire une vie à un appel, à une peine, à une seule cause. Ce serait trop simple. Et ce serait injuste. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que la fin de Patrick Dewaere a figé son visage dans une jeunesse éternelle. Lui qui disait dans une archive « Je serai jamais vieux, moi », n'a jamais eu le temps de vieillir. Alors la phrase revient. Elle ne sonne plus comme une bravade. Elle sonne comme une lampe restée allumée dans une pièce vide. Pendant longtemps, le cinéma avait semblé absorber sa douleur. Dans Série Noire, il pouvait la jeter contre un capot de voiture. Dans Un mauvais fils, il pouvait la laisser trembler dans un regard. Dans Coup de tête, il pouvait la transformer en ironie. Mais aucune caméra ne répare vraiment ce qui s'est brisé avant elle. C'est là que le twist de cette histoire devient terrible. Le public croyait peut-être que Patrick Dewaere était intense parce qu'il était un acteur exceptionnel. Le documentaire invite à regarder l'inverse. Peut-être était-il exceptionnel parce qu'il portait déjà une intensité que le cinéma n'a fait que révéler. Ses rôles n'ont pas inventé la blessure. Ils lui ont donné une forme. Et Lola, des années plus tard, se tient devant cette forme. Elle ne peut pas demander à son père pourquoi. Elle ne peut pas refaire la journée du Club 13. Elle ne peut pas lui rendre les années perdues. Elle peut seulement écouter, regarder, assembler. Un visage dans les valseuses. Une voix dans une archive. Un silence dans une famille. Une phrase laissée derrière lui. Je serai jamais vieux, moi. Oui, Patrick Dewaere n'est jamais devenu vieux. Mais sa fille, elle, a grandi avec son absence. Et maintenant que la blessure a un nom, il reste à voir ce que la mémoire peut encore sauver. Après une disparition comme celle de Patrick Dewaere, il reste toujours deux histoires. La première appartient au public. Elle est faite de films, d'affiches, de scènes que l'on revoit tard le soir, quand une chaîne de télévision redonne les valseuses. Série Noire ou Un mauvais fils. Dans cette histoire-là, Patrick revient toujours avec le même âge. Il traverse l'écran avec son visage nerveux, son rire rapide, ses silences chargés. Rien ne bouge vraiment. Le cinéma garde les morts dans une lumière fixe. La seconde histoire est plus discrète. Elle appartient à ceux qui restent. Pour Lola Dewaere, Patrick n'est pas seulement un acteur disparu. Il est un père absent autour duquel il a fallu construire une mémoire. Les spectateurs avaient les films. Elle avait les questions. Les spectateurs pouvaient dire « Nous l'avons connu ». Elle pouvait seulement chercher ce qu'une fille cherche quand la vie a été trop courte. Une voix qui ne s'adresse pas à la foule, mais à elle. Alors, des années plus tard, le documentaire devient une forme de rencontre. Pas une rencontre ordinaire. Pas une conversation. Plutôt un face-à-face avec des traces. Une archive. Une photographie. Un témoignage. Une phrase que l'on écoute plusieurs fois parce qu'elle contient peut-être quelque chose de plus. Quand Alexandre Moi parle d'« Une lettre d'une fille à son père », il donne à cette quête sa forme la plus juste. Une lettre ne ramène personne. Mais elle permet de poser les mots là où le silence a trop longtemps duré. Ce qui bouleverse dans cette histoire, c'est que Patrick Dewaere a été regardé par des millions de personnes. Mais que l'une des personnes les plus importantes de sa vie a dû apprendre à le regarder après les autres. Elle est arrivée devant lui par les films, par les récits, par les morceaux. Comme si le public avait gardé la porte ouverte, mais que l'enfant, devenu adulte, devait encore trouver le chemin de la maison. Et cette maison n'était pas simple. Selon le travail mené autour du documentaire, l'enfance de Patrick Dewaere ne peut pas être séparée de son destin d'acteur. Il ne s'agit pas de tout expliquer. Une vie ne tient jamais dans une seule clé.
Mais il y a des commencements qui pèsent longtemps. Des enfants qui apprennent trop tôt à sourire devant les autres. Des secrets qui ferment les pièces. Des douleurs qui, plus tard, cherchent une sortie. Chez Patrick, cette sortie fut souvent le cinéma. Il a donné aux personnages humiliés une dignité étrange. Aux hommes perdus, une vérité brutale. Aux êtres nerveux, une profondeur que peu d'acteurs pouvaient atteindre. Dans Série Noire, son corps semblait porter la fatigue du monde. Dans Coup de tête, son rire mordait ceux qui l'avaient méprisé. Dans Un mauvais fils, quelque chose demandait pardon sans savoir à qui le demander. Mais le cinéma reçoit. Il ne guérit pas toujours. Il peut transformer une blessure en scène. Il peut offrir au public une émotion inoubliable. Il peut donner à un homme une place dans la mémoire d'un pays. Mais il ne remplace pas une enfance. Il ne remplace pas une famille. Il ne remplace pas la main d'un père sur l'épaule d'une fille. C'est peut-être pour cela que la fin ne doit pas se raconter seulement comme une tragédie. La tragédie, on la connaît. Patrick Dewaere est mort à 35 ans. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas vu sa fille grandir. Il n'a pas eu le temps de devenir cet homme plus âgé qu'il disait ne jamais vouloir être. Sa phrase est restée suspendue. « Je serai jamais vieux, moi ». Mais après cette phrase, il y a encore Lola. Il y a cette femme qui revient vers un visage que la France n'a jamais oublié. Il y a ce geste simple et immense. Regarder son père non pas comme une légende, mais comme un homme. Avec ses blessures, ses zones d'ombre, ses élans, ses fragilités. Ne pas l'enfermer dans sa mort. Ne pas l'abandonner à son dernier jour. La mémoire, parfois, ne répare pas. Mais elle rassemble. Elle prend les morceaux dispersés et les pose côte à côte. Elle accepte qu'il manque toujours quelque chose. Elle ne prétend pas tout savoir. Elle avance avec pudeur, parce que certains silences ne doivent pas être forcés. Sur l'écran, Patrick Dewaere rit encore. Et quelque part, dans ce rire que le temps n'a pas effacé, une fille écoute enfin autre chose qu'une légende. Elle écoute une voix. Elle écoute un père. Elle écoute ce qui reste quand les projecteurs se sont éteints. Une image tremble encore. Puis le silence revient.